Les chiens perdus. Allongé sur une natte de la salle commune du hammam, Youssef savoure les bienfaits du bain. Selon un rituel maintenant bien établi, il ferme les yeux et l'espace d'un moment, son corps et son âme habitent la même personne. Youssef se sent unique. La tête pleine d'espoir, il rêve tout haut à sa rencontre d'un autre avenir. La magie des mots prononcés par son esprit transforme tous ses souhaits en une douce réalité. Youssef ne craint pas plus à présent le mauvais sort que l'infatigable ennemi de l'homme, le destin. Dès qu'il avait été en âge de se rendre au hammam, un pacte tacite s'était créé entre lui et sa conscience. Youssef ne devait pas être troublé durant son séjour au bain. Et jusqu'à ce jour, sa conscience lui a accordé l'apaisement qu'il souhaitait. Des gens oublient leur malheur en s'adonnant à la consommation abusive de l'alcool. Youssef s'extasie simplement du bonheur d'être au hammam. Il ne connaît que ce moyen pour lui rappeler sa dignité d'homme. C'est pourquoi il s'est fait une obligation de s'y rendre le plus souvent possible, quitte à se priver de nourriture durant quelque temps. Le désir de retrouver la sensation vitale d'appartenir à la race des humains est à ce prix. Il demeure allongé plus d'1 heure avant de revêtir des habits propres. Ses gestes sont minutieux et savamment calculés. Le bain est un luxe. Il en a parfaitement conscience. Jusqu'au dernier instant, le protocole doit être respecté dans ses moindres détails. Une omission malencontreuse peut attirer les mauvais génies qui n'hésiteraient pas à détruire cette parcelle d'espoir. Youssef agence ses mouvements afin de goûter le plaisir de se changer. Dans les moments de désespoir, il a souvent appréhendé le jour où il oublierait la douce sensation des tissus propres sur sa peau. Il prend les habits usagés sous le bras et sort en songeant déjà au prochain bain. D'un pas rapide, Youssef se dirige vers la sortie est de la ville. Il coupe par le tout nouveau quartier périphérique et disparaît dans une ruelle. Après avoir traversé quelques chemins, ne figurant sur aucun plan de la ville, il entre dans un cabanon pour y déposer ses affaires. Il salue brièvement Ahmed. Et sans perdre de temps, il ressort. 4 ans auparavant, ce quartier n'était qu'un terrain vague servant de foire au bétail chaque lundi. Et puis un jour, sans crier gare, une centaine de personnes ont investi ce lieu pour y élire leur domicile. Après une rapide négociation de pure forme entre les nouveaux venus et les éleveurs locaux, le marché au bétail dut se déplacer un peu plus à l'extérieur de la ville. Cet incident, rapidement connu jusque dans les douars les plus reculés, provoqua un exode rural sans précédent dans l'histoire de la ville. Les miséreux de la campagne vinrent par vagues occuper le terrain. À croire que tous ces gens n'avaient attendu que ce signal pour s'installer gaillardement en ville. C'est ainsi que des hommes, des femmes, des enfants et des vieillards prirent la place des animaux. La misère qui sévissait dans les campagnes accéléra ces déplacements humains. Ceux qui n'avaient plus rien à manger suivirent le mouvement. Le mirage de la ville suscite un tel espoir que la décision d'y émigrer se prend sur un coup de tête aussi facilement que le fait d'implorer la clémence du Créateur. Après un nettoyage de la décharge, les familles se construisirent un semblant de gîte.
Du jour au lendemain, des baraques ont surgi de la terre. Et Dieu seul sait comment elles parviennent à tenir debout. La nuit venue, les plus malins partent fouiller les poubelles des colons, dans l'espoir d'y trouver de quoi fortifier leur demeure. Par ironie ou par réalisme, les citadins ont surnommé ce lieu le quartier des chiens perdus. Et cet endroit mérite bien son nom. Il est parvenu à réunir le gratin de la pauvreté régionale. On y trouve maintenant tout ce qui peut exister de sordide et d'indigeste, de triste et de moribond. C'est par un beau jour de printemps que Youssef a atterri dans ce quartier. Et ce jour-là marqua le commencement de son infortune. Aujourd'hui, l'ancienne foire au bétail n'offre aucun intérêt. Rien dans le quartier n'attire l'attention de Youssef. Il en sort rapidement et prend l'un des 3 chemins qui se présentent à lui et parte vers la campagne. Cet endroit délimite brutalement la fin de la ville. Au-delà, il n'y a plus une seule habitation ni un seul arbre à l'horizon. Youssef emprunte le chemin de droite qui mène au douar des Oued Mansour, situé à une dizaine de kilomètres de la ville. Cela n'inquiète nullement Youssef. À aucun moment, ce fils de paysan, rompu au dur labeur, n'a songé à la distance qu'il aurait à parcourir. Quoi de plus normal, en effet, pour les hommes de cette région que de voyager à pied. Et puis Youssef n'est guère à plaindre. Certains fils de la campagne ont leur douar 2 ou 3 fois plus éloigné que le sien. Youssef aurait pu tout aussi bien attendre tranquillement chez le menuisier ou chez le meunier pour se rendre au douar à dos de mulet. Le meunier dispose d'un petit enclos utilisé par la plupart des paysans pour y laisser leurs bêtes avant de faire leurs courses en ville. On y retrouve des parents, des amis. On y conclut toutes sortes d'arrangements commerciaux. Naturellement aussi, l'enclos fait office de gare routière. Les paysans se rendent mutuellement service. Dans cette région, la solidarité est essentielle. Sans elle, peu de personnes pourraient survivre dans cette nature implacable. Youssef a décidé de ne pas transiter par l'enclos. Il regrette de ne pas rendre visite au meunier, car il voue une grande amitié à ce cousin au grand cœur. L'homme est issu d'une famille de juifs installés dans la région depuis la nuit des temps. Il y a bien longtemps, il a épousé une fille des Ouled Mansour. Depuis, le fidèle meunier est entré dans l'éternité dans la famille. Youssef évite l'enclos pour diverses raisons. Tout d'abord, le meunier l'aurait gardé à déjeuner, et il est pratiquement impossible de se dérober devant l'hospitalité du cousin. Ensuite, Youssef souhaite ne pas être perturbé par un compagnon de route. En se faisant accompagner, il sait que les discussions qui s'en suivront ne manqueront pas de le distraire. Il veut être seul, vraiment seul. Enfin, il ne désire pas prendre le risque d'attendre plusieurs heures avant de trouver une monture. Les paysans ne sont pas tenus par aucun horaire. Ils peuvent tout aussi bien rester quelques heures comme passer la journée en ville. Leurs allées et venues sont dictées par des quantités de considérations, sauf le respect de l'horaire. Dans ces conditions, Youssef ne peut se permettre d'être tributaire de ces aléas. Pas aujourd'hui en tout cas. Tout en marchant, la confusion assiège son esprit. On lui offre de quitter définitivement le quartier des chiens perdus. Il devrait être ému, voire heureux. D'autres que lui auraient jubilé à l'idée de sortir de ce quartier immonde. Pourtant, lui ne ressent rien de tout cela, pas même un soupçon de joie. En réalité, il est plutôt déchiré par des sentiments contradictoires. Tout est embrouillé dans sa tête. Par moments,
il éprouve quelque chose qui s'apparente à de l'humiliation. À d'autres, il estime avoir beaucoup de chance. Mais rien de déterminant ne se dégage. Le rythme rapide de la marche ne lui procure pas la sérénité recherchée. Les quelques années passées à vivre au chien perdu ont probablement anéanti tout ce qui lui restait de passion enivrante. Il a la peine à admettre son manque d'euphorie. La joie de vivre m'a quitté, pense-t-il tristement, et il se met à marcher de plus belle. À 3 kilomètres de la ville, le chemin contourne par la gauche l'immense ferme de M. Marcel. Au dire des gens du pays, la magnifique propriété est sans égale dans la région. La demeure principale s'élève sur 3 niveaux, autant que les belles bâtisses de la ville. Mais ce qui a le plus surpris Youssef la première fois, c'est le nombre de fenêtres. Il les a comptées, par simple curiosité, 34. Plus que toutes les fenêtres du douar réunies. M. Marcel symbolise la réussite des colons. La plupart des Européens possèdent des revenus largement supérieurs à la moyenne des Arabes. Et si on ne connaît pas de colons dans le besoin, aucun d'eux ne souffre la comparaison avec M. Marcel. Ce dernier est un cas. Personne ne rivalise avec sa fortune, encore moins avec sa notoriété. Youssef jette un regard vide sur la grande cour intérieure de la ferme. Une dizaine de personnes s'y affairent. Il est déjà passé par là des centaines de fois, en ressentant toujours la même extase. Mais le charme d'antan est tombé en désuétude, tout comme ses espérances en la vie. Il n'y a pas si longtemps, il se plantait là des heures durant. Il s'inventait une fortune, et une femme, et une ferme, plus importante encore que celle de M. Marcel. Dans son imagination, l'architecture en aurait été différente et plus raffinée. Il avait conçu la ferme en arc de cercle de manière que le soleil illumine toujours une fenêtre. Avec l'âge, ses rêves se sont ramenés à des projets plus accessibles. Maintenant, il se contente d'un gîte bâti en dur, tout simplement. Instinctivement, le regard de Youssef se porte sur les 3 moissonneuses-batteuses stationnées près de la grange. Aucun douar ne possède un seul de ces monstres mécaniques. Qui pourrait posséder une seule de ces machines? Même en s'associant, ils ne peuvent se payer le plus ridicule des tracteurs d'occasion. De loin, ces machines ont fière allure. Elles proclament l'étendue de la prospérité et de la puissance des infidèles, de la présence souveraine et sans partage de l'Empire français en Algérie. Devant l'étalage de cette écrasante domination, qui peut penser qu'à quelques pas d'ici, des gens se suicident parce qu'ils n'ont plus les moyens d'acheter 1 kilo de semoule? À la vue de ces machines, l'imagination débordante de Youssef s'est toujours emballée. Ces moissonneuses ont le don de l'intriguer. Qui construit ces invraisemblables machines? Quel genre d'homme en est le concepteur? Comment est-ce ce fabuleux pays, la France? D'où est originaire le père de M. Marcel? Dieu Tout-Puissant, qu'il en a rêvé de cette machine. Combien de fois s'est-il vu, vêtu de bleu, s'exhiber aux commandes devant tous les habitants du douar médusé? Que le temps où Youssef rêvait encore de grandeur semble lointain aujourd'hui.